C'est très intéressant. Je répondrai d'abord sur la question du... j'ai entendu manque de visibilité. Là, je dois dire que je ne comprends pas bien dans la mesure où il me semble que ce qui a été annoncé le 8 septembre dernier par deux ministres est clairement une stratégie qui affiche donc les 6500 mégawatts à l'horizon 2030, qui indique trois axes, donc l'industrie, la constitution d'une filière d'électrolyse française compétitive, la décarbonation, disons le développement d'une mobilité propre et essentiellement professionnelle, donc mobilité lourde, mobilité intensive, et également des efforts dans le cadre de la recherche. Et donc 6500 mégawatts à l'horizon 2030, et Laurent Michel a rappelé tout à l'heure 600 000 tonnes d'hydrogène décarboné. Encore une fois, c'est tout à fait conforme à la vision que nous avions développée dans notre manifeste. Nous parlions de 7000 mégawatts et de 680 000 tonnes. Donc vous voyez que c'est quand même, pour moi, à l'horizon 2030, ce sont les mêmes chiffres. Pas de planification. Il y a également, je l'ai signalé tout à l'heure, la mise en place d'une gouvernance avec à la fois au plan interministériel le coordinateur interministériel et ce Conseil national de l'hydrogène qui réunit les présidents de tous les comités stratégiques de filière, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans le maritime, le ferroviaire, la construction, la chimie, la mine, métallurgie. Et donc ce Conseil national de l'hydrogène va être un peu la tour de contrôle et qui va voir si on est dans les clous et si la stratégie qui était affichée est effectivement réalisée, si on va au-delà du langage et si on met en œuvre réellement ce qui a été annoncé. La déclinaison au niveau du territoire, toutes les régions de France sont adhérentes de France Hydrogène. Toutes les régions de France ont soit une feuille de route, soit une stratégie hydrogène, avec des montants significatifs alloués au développement de ces technologies sur leur territoire. Je citerai l'Occitanie avec 150 millions d'ici 2030, avec la Bourgogne-Franche-Comté 90 millions, le Pays de la Loire également. Enfin, je ne vais pas les citer tous, mais disons cette déclinaison. On sent clairement une volonté très forte au niveau des territoires et c'est notamment pour cette raison que nous avons souhaité créer des délégations régionales de France Hydrogène de façon à contribuer en lien avec les acteurs du territoire, notamment les agences économiques régionales, avec tous les industriels présents dans la région, avec les pôles de compétitivité, avec les syndicats d'énergie, décliner cette stratégie au niveau des territoires. Sur la question de... il faudra revenir, je reviendrai, il faudra préciser votre question, M. Dantec, parce que je ne vois pas quand vous dites quand on arrêtera la stratégie, c'est clair qu'il y a encore des points à préciser. Et notamment, je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, jusqu'en 2030, on voit assez clairement les choses sont assez clairement arrêtées. Par contre, il y a un besoin d'éclairage au-delà de 2030 et plutôt à 2050. Oui. Si le président me permet, en fait, ce qui n'est à mon avis pas défini dans la stratégie, c'est les usages prioritaires. Les usages prioritaires sont la décarbonation de l'industrie et la mobilité professionnelle. Oui, mais sur la mobilité professionnelle, je pense qu'effectivement, on parlait du poids lourd tout à l'heure, on n'a pas encore vraiment la stratégie de savoir quelles seront les priorités de mobilité industrielle. Sur l'industrie, je veux bien l'entendre, mais je ne suis même pas sûr que sur la sidérurgie, les grandes décisions stratégiques soient prises. Les décisions, on est en contact, par exemple, avec des dirigeants d'ArcelorMittal France, Philippe Darmaillan, avec le groupe Liberty, et qui clairement s'engagent dans des plans de décarbonation à l'horizon 2030 et 2050. Je ne suis pas sûr que l'hydrogène prendra une grande place dans la sidérurgie en 2030. Parce que le DRI, le Direct Reduction Iron, parce que le processus lui-même n'est pas encore vraiment au point. Donc, si vous voulez, tout ça, la dynamique dont je parlais tout à l'heure fait que chacun monte en puissance, mais il faut un peu de temps pour mettre au point les modèles de camions, les modèles de bus,
Safra, le producteur national français, est en train de réfléchir à doubler, tripler, quadrupler ses capacités de production. Ivecourt, qui est quand même un groupe dont la tête est américaine, avec une forte position italienne également, réfléchit à savoir s'il va faire ses camions ou ses bus à hydrogène en France ou ailleurs. Enfin, tout le monde se positionne actuellement, mais je dirais l'élan est là. Alors, pour la question, donc la vision à 2050, je l'ai dit dans mon propos liminaire, il est clair qu'on va vers plus d'électricité renouvelable pour notamment produire de l'hydrogène renouvelable. Franchement, à l'heure actuelle, je ne sais pas qui a une vision globale de ce système à l'horizon 2050. Même les études de RTE ne me semblent pas forcément couvrir l'ensemble des domaines, et notamment la conversion de la sidérurgie à de l'hydrogène renouvelable. Donc c'est une étude que nous, France Hydrogène, nous allons lancer. On ne le fera pas seul, on le fera justement avec RTE, on le fera avec l'ADEME, avec tous ceux qui seront capables de nous apporter des contributions de façon à avoir une vision plus claire. Ça va tenir compte aussi du rythme de développement des renouvelables en France, développement qui est trop lent. À ma connaissance, on a encore très peu d'éolien offshore, par exemple. Donc, il va falloir en tenir compte. Et probablement que ça prendra aussi en compte l'importation d'hydrogène de pays richement dotés en énergie renouvelable. On pense à la péninsule ibérique, l'Espagne, Portugal, et peut-être plus loin, le Maroc. Mais je suis désolé, il y a le projet IDEAL. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, c'est un groupement qui se forme et qui cherche à monter un projet. Pour l'instant, c'est 95 gigawatts de renouvelables, essentiellement du photovoltaïque en Espagne, avec l'installation de 67 gigawatts d'électrolyse pour produire de l'ordre de 4 millions de tonnes d'hydrogène à l'horizon 2030. Là, apparemment, compte tenu des coûts que vous citiez tout à l'heure, dans la péninsule ibérique, du photovoltaïque à 10-15 euros du mégawattheure semble accessible. Il faut encore que, par la massification, les coûts des électrolyseurs baissent. On est actuellement de l'ordre de, 800 euros du kilowatt. Il faudrait que ça tombe dans les 300 euros du kilowatt. Ça semble accessible si on fait des gigafactories d'électrolyseurs. Donc tout ça se met en place. Mais il faut dans le même temps que l'ensemble des clients possibles, je pense à la sidérurgie, je pense à la chimie, je pense à ces écosystèmes territoriaux qui vont absorber de l'hydrogène, soit pour la mobilité lourde, soit pour un usage industriel plus diffus. Il faut que tout ça se mette en place et que l'infrastructure de transport se mette également en place. Je suis désolé, les gazoducs pour l'instant sont pleins d'hydrogène, sont pleins de gaz naturel. Il faut déjà que les consommations de gaz naturel le baissent pour pouvoir réutiliser pour l'hydrogène. Alors, la question il y avait une question sur la biomasse. Là aussi, je crois, Yava a répondu dans mon propos liminaire en disant que pour nous, l'enjeu, la stratégie affichée le 8 septembre dernier donne clairement, met clairement en avant la production d'hydrogène par électrolyse. Mais nous disons qu'il y a d'autres façons de faire de l'hydrogène, et notamment à partir de la biomasse, que ce soit à partir du chanvre, comme Kairos le propose, soit à partir des écorces de bois. Enfin, il y a des procédés type... la société Hafner à Vitry-le-François développe ce genre de projet et va l'implanter très prochainement à Strasbourg. Il y a des projets de pyrogasification qui permettent également de produire de l'hydrogène. Donc il n'y a pas que l'électrolyse à partir d'électricité renouvelable, mais il y a également d'autres types d'électricité et également la biomasse. Concernant la mobilité lourde,
Le manifeste que nous avions produit au mois de juillet dernier parlait de 250 trains. Bon, vous avez vu, il y a une étude de l'ADEME qui vient de sortir qui parle de 250 à 300 trains qui pourraient passer à l'hydrogène dans le futur. Alors effectivement, on peut se dire pourquoi en France c'est aussi lent alors que l'Allemagne a déjà acheté 14 rames, que l'Italie également s'équipe en train à hydrogène de fabrication française Alstom. Je pense que c'est à voir dans la relation entre les régions, l'État, la SNCF et Alstom. Enfin, disons, c'est ces relations qui sont sûrement à clarifier, mais je pense que vous êtes plus à même que moi de comprendre ces relations entre ces quatre acteurs. Mais en tout cas, le train est en cours de mise au point. Sa spécificité par rapport au train allemand, c'est qu'il sera bimode, c'est-à-dire qu'il pourra à la fois aller sur les lignes avec caténaire, il aura un pantographe, et les lignes non électrifiées, ce qui exige des développements un peu supérieurs un peu plus longs que ce qui a été fait pour l'Allemagne. Je crois savoir que l'Occitanie a commandé ses premières rames. C'est ça ? Et donc, les choses se mettent en place. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est la formation. Donc, je l'ai dit également, il y a là un sujet important d'identifier les compétences nécessaires et mettre en place les formations. Là aussi, donc nous y travaillons au sein de France Hydrogène, en lien avec un certain nombre de régions. Il y a notamment en Normandie l'agglomération Caux, Seine, Aglo, donc le pays de Caux, qui y travaille. Mais il y a l'Occitanie y travaille également. Enfin, donc on est en train de faire un recensement de ce qui se fait pour voir s'il y a des trous dans la raquette et s'il faut développer ces formations. C'est un sujet bien identifié sur lequel nous travaillons. Je crois que Monsieur Michel, Monsieur Trainer. Oui, allez-y. Je veux bien. Je crois que l'introduction n'était pas inutile. Il y a beaucoup d'images d'Épinal concernant l'énergie et notamment l'électricité. Et je voudrais revenir là-dessus. Sur la gestion des fluctuations, alors je prends un peu dans le désordre, sur la gestion des fluctuations. À l'heure actuelle, les renouvelables en France, enfin, leur fourniture, c'est marginal. Donc, on peut très bien gérer les fluctuations avec ce qu'on a de pilotable, avec l'hydraulique, avec le gaz, un peu de charbon, etc. La question, c'est si on envisage une forte pénétration des renouvelables intermittents. Dans ce cas-là, les fluctuations sont de l'ordre elles sont supérieures à la puissance moyenne. Elles sont pour le solaire, ça va entre 0 la nuit et puis une fraction notable de la puissance installée le jour. Et pour l'éolien, encore une fois, ça varie entre quelques pourcents de la puissance installée et 60-70% de la puissance installée. Donc, vous ne gérez pas ces fluctuations avec le système actuel. Est-ce que c'est possible avec des batteries? Est-ce que c'est possible avec de l'hydrogène? La réponse, pour moi, clairement, c'est non. Mais pour ça, il faut dédier une séance à l'électricité, etc., faire les règles de 3 et puis voir comment ça fonctionne. Je ne peux pas vous le dire comme ça, mais ce qui doit être clair là, c'est que gérer les fluctuations de la demande d'électricité, c'est une chose. Gérer les fluctuations de la production d'électricité quand il y a une forte pénétration de ressources intermittentes, c'en est une autre. C'est un autre problème. Il faut le regarder, faire les règles de 3 et voir ce qui sort. Et voilà, on se prend une demi-heure et puis je vous montre que sans doute ça n'arrivera pas. Bon, alors ça a des répercussions évidemment qu'on voit à travers le rapport de RTE sur les 3 scénarios de production d'hydrogène. Et on voit bien que c'est en ayant de l'électricité peu chère et avec un fort le facteur de charge le plus élevé possible que le prix est le plus bas. Voilà. Et donc, ça veut dire l'électricité du réseau. Et je pense que c'est ça qui va se faire. En parlant de stratégie, il y a un élément de stratégie qui est clair, c'est le remplacement de l'hydrogène industriel, utilisé dans l'industrie, la chimie, les engrais, etc.,
Ça, c'est clair. Ensuite, sur la mobilité, moi, je mettrais un point d'interrogation parce que vous avez raison, je crois que ce n'est pas encore tranché, il faut regarder, enfin, il y a des tas de choses, c'est vraiment un sujet qu'on ne peut pas traiter uniquement par l'hydrogène, il faut regarder l'ensemble des trucs. Et puis, sur le troisième dossier, c'est-à-dire la gestion des fluctuations des intermittents avec l'hydrogène, alors ce n'est pas 2 points d'interrogation que je mets, c'est un point d'exclamation. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. On ne va pas augmenter la production de l'hydrogène avec des sources d'électricité fluctuantes. Écoutez, on a à côté de nous un grand pays industriel qui a installé 60 gigawatts de photovoltaïque, 60 gigawatts d'éolien. Ils ont doublé leur puissance installée. Ils n'ont rien diminué de la puissance pilotable. En faisant tout ça, ça leur a coûté 350 milliards d'euros. Ça doit monter dans la décennie à 500 milliards d'euros, c'est une étude de l'université de Düsseldorf. Et ça produit 25% de l'électricité à un prix pour les particuliers qui est double du prix français. Et il y a des gens qui imaginent qu'avec ça, si c'était une piste crédible, mais ils le feraient puisqu'ils veulent développer une demande pour l'hydrogène, des véhicules hydrogène. Mais ils disent explicitement, l'hydrogène, nous allons l'acheter ailleurs. Or, si c'était une piste crédible, ils le feraient, ils démarreraient, ils commenceraient, on verrait quelque chose. On ne le voit pas. Donc, c'est vraiment des images d'Épinal. Ça ne se passera pas. Bon, alors, du point de vue, 2 points encore sur l'hydrogène vert, du point de vue climat, l'hydrogène n'a pas de couleur. Il est décarboné ou carboné, point. Donc, il faut, enfin, à mon sens, il faut parler en termes de décarboné, puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de vert, gris, machin, truc, etc. Ça, c'est du détail de la fabrication. Ça n'a aucune incidence sur le climat. Le climat ne voit pas ça. Il voit si c'est émetteur de CO2, si ce n'est pas émetteur de CO2. Voilà. Bon, et puis, alors, c'est très intéressant, ça, la question sur je ne sais plus qui a posé la question sur l'Angleterre qui a diminué ses émissions de gaz à effet de serre. C'était vous ? Oui. Alors, effectivement, il y a des choses très, très amusantes là-dessus, qui sont très intéressantes, et que je voudrais prendre en prenant la relation PIB-énergie. Vous savez, si vous regardez la corrélation entre le PIB et l'énergie mondiale, vous avez une droite. Et ça s'explique de façon extrêmement simple en termes physiques, c'est que nous vivons de transformer la matière. Tout ça, c'est de la matière transformée, l'ordinateur, les machins, les trucs, etc. C'est des transformations de la matière. Toute transformation de la matière, du point de vue physique, a un bilan énergétique. On peut lui donner un bilan énergétique, c'est des chiffres. Et il se trouve que les transformations de la matière qui produisent des biens et des services, c'est ça qui forme la base du calcul du PIB aussi. Alors, le PIB, c'est compliqué, il y a des trucs qui ne sont pas comptés, il y a des trucs qui devraient être comptés qui ne le sont pas, etc., etc. Bon, mais prenons ça comme un proxy de la mise à disposition de biens et de services pour la population. Eh bien, vous voyez qu'il y a ces transformations de la matière qui sont à l'origine de tout, donnent naissance à une double comptabilité. Une comptabilité en termes énergétiques, une comptabilité en termes de PIB. Donc, quand vous tracez l'un en fonction de l'autre, ce n'est pas un lien de causalité, c'est un simple changement d'unité. C'est 2 façons de comptabiliser les mêmes transformations de la matière qui nous donnent des biens et des services. Donc, quand vous tracez ça à l'échelle mondiale, vous avez sur 60 ans, où il y a des données qui sont fiables, vous avez quelque chose qui est parfaitement affine, une droite. Voilà. Mais, quand vous regardez la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., dans les dernières années, eh bien, il semble qu'il y a un miracle. C'est-à-dire, vous tracez PIB énergie, j'ai toutes les courbes là, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer, autour d'un verre de vin. Il semble qu'on fasse du PIB sans consommation d'énergie supplémentaire. C'est vertical, c'est quasiment vertical, et même dans le cas de l'Allemagne, ça rebrousse poil. C'est comme s'il y avait un découplage, ce découplage que tout le monde cherche, entre la production de biens et la consommation d'énergie. Il y a un découplage. Mais en fait, ceci, vous l'obtenez à condition de regarder les émissions nationales dans le pays. Mais si vous prenez en compte les effets de délocalisation, c'est-à-dire les émissions associées à la consommation, c'est-à-dire les importations, vous voyez, il faut compter les émissions associées aux importations des pays,
eh bien, vous retrouvez une tendance normale. C'est-à-dire, le PIB demande de l'énergie. Il n'y a pas de miracle. Mais simplement, il faut des entités économiques qui soient relativement autonomes. Sinon, simplement, vous avez délocalisé, en Chine, en Inde, ailleurs, etc., les émissions associées aux biens et aux services que vous consommez dans le pays. Eh bien, ça a des répercussions sur les émissions de CO2, ça aussi. Parce que celles qui ont diminué de 68% depuis 1990, c'est en partie un effet de délocalisation. Et si vous le remettez dedans, vous aurez la même correction que quand vous regardez la relation PIB-énergie, vous allez avoir. Pour la France, par exemple, si on fait ça, la France, elle émet 5 tonnes de CO2 par habitant. Si vous comptabilisez ça, ça double. Ce n'est pas un petit effet, c'est un effet énorme. Donc, maintenant, si on prend l'exemple, alors la référence de 1990, elle n'est pas toujours pertinente. Pour l'Angleterre, je n'ai pas regardé en détail, mais pour l'Allemagne, l'année 90, ce n'est pas bon, parce que les premières diminutions des émissions de CO2 en Allemagne, c'est lié à la modernisation des centrales à charbon d'Allemagne de l'Est, qui avaient de très très mauvais rendements. Ils ont fermé ça, ils ont remplacé par des trucs qui marchent mieux, et donc vous avez une diminution assez nette. Mais c'est lié à la réunification. Et puis ensuite, quand vous regardez les émissions, à partir du moment où ils ont décidé massivement de faire des énergies renouvelables, c'est-à-dire début des années 2000, 2005, etc., dans les 15 dernières années, ces 350 milliards qu'ils ont dépensés pour ça, les émissions de CO2 associées à la production d'1 kWh, comparées avec le mix électrique français et le mix électrique allemand, en Allemagne, c'est de 7 à 10 fois plus. Les émissions n'ont pas du tout suivi. Elles sont relativement constantes, sauf les dernières années, il faut regarder un peu. Mais je pense que c'est aussi un effet de délocalisation. Donc, il y a beaucoup comment dire, vous voyez, on projette une image. Ce serait tellement bien si avec un peu de soleil, un peu de vent, dont nous raffolons tous quand on va au soleil se bronzer avec une petite brise pour ne pas avoir trop chaud, et puis on ne voit pas que ça, ce n'est pas de l'électricité. Si vous faites de l'électricité avec ça, eh bien, il faut des matériaux. Il faut entre 5 et 20 fois plus de matériaux pour produire 1 kWh. Ça, c'est une étude des Américains, du DOI américain. De 5 à 20 fois plus de matériaux pour fabriquer 1 kWh avec de l'éolien ou du photovoltaïque comparé au nucléaire. Et donc, vous voyez, on n'y est pas. Il y a des images qui sont projetées sur une réalité et qui ressemblent un peu à ces alternative facts, vous savez, de Kellyanne Conway. Bon. Sur les trains et le diesel, pourquoi ne pas les électrifier, tout simplement? Pourquoi faire marcher l'hydrogène? Bon, enfin, peu importe. J'arrête. Très bien, merci. Monsieur Michel. Oui, alors en reprenant quelques questions pour finir. Donc, sur les trains, effectivement, il y a plusieurs technologies et expérimentations et déploiements qui sont en cours de gestion par la SNCF avec les régions. Vous pouvez avoir des électriques avec batterie qui peuvent rouler avec des voies avec caténaire et ensuite, quand il n'y en a plus, finir sur batterie. Vous pouvez avoir il y a des hybrides qui se développent, et puis il y a le train à hydrogène qui peut être, ou alors hydrogène ou hybride, effectivement, électrique, hydrogène. Ceci rentre en résonance avec la question de l'infrastructure, parce que moi j'aime beaucoup l'électricité, mais il faut l'amener, et il faut mettre des caténaires au-dessus. Certaines voies, l'investissement en caténaire n'est pas rentable, sinon il aurait été fait. Donc parfois on cherche justement ces solutions mixtes qui permettent de faire de l'électrique et de l'électrique lié au caténaire et autre chose de décarboner. Par ailleurs, sur des assez petites lignes, en général, les gros trafics, évidemment, eux, sont maintenant massivement électrifiés. Donc, au-delà de ce développement technologique qui ont été menés et de premières commerciales qui sont dans certains pays, un projet est en cours avec de l'ordre, je pense, de 5 régions, et on est en train de finaliser en interministériel avec le cabinet du Premier ministre les modalités d'intervention en soutien pour un cofinancement conjoint
de l'ensemble des acteurs, État, région, sur ces investissements. Parce que, pas d'investissement de train, il y a le train de base, mais là, il y a évidemment il y a des surcoûts, et ça pourrait être la première brique d'une de train à hydrogène. En France, hein, il y en a eu ailleurs. Mais expérimentation relativement massive avec plusieurs régions, des dizaines de trains, des infrastructures d'avitaillement, ça permettra d'avancer. Il y a des questions sur les modèles économiques avec les productions à partir de surplus d'ENR. Là, pour le coup, celui-là, autant on peut se poser des questions d'alimentation en base d'ENR, on va dire par exemple par des éoliennes offshore qui fonctionnent plusieurs milliers d'heures par an. Tout. Faire de l'hydrogène uniquement avec ce qui est du surplus d'électricité non consommée, à un moment, là, pour l'instant, RTE nous a, dans ses études, montré que ce n'était pas rentable avant l'horizon 2035. Toujours dans je reprends un peu dans l'ordre, il y avait les questions de formation, redire que, effectivement, c'est important. La stratégie prévoit, j'ai évoqué un volet recherche par le PEPR, programme et équipement prioritaire pour la recherche, qui alimentera entre autres la formation par la recherche, mais plus largement 30 millions d'euros pour la formation initiale et continue et 5 millions d'euros pour un travail sur un campus des métiers et qualifications. Donc ce volet est pris en compte, et quand vous en discutez avec des dirigeants d'établissements publics ou d'écoles, universités, vous voyez bien que ça commence à être pris en compte. Alors, est-ce que c'est des formations dédiées ou la prise en compte dans des modules existants, des cursus existants de ce nouveau vecteur? Il y a sûrement l'un et l'autre. Des questions étaient posées sur objectifs, stratégie et déclinaison territoriale. Pour dire, je crois qu'on a effectivement, il est peut-être un peu raide de dire que nous n'avons pas une stratégie. On a une stratégie qui est en construction et qui va être en construction permanente. On a une stratégie, on a un plan hydrogène de 2018, on a une stratégie de 2020. Et clairement, on va. Je crois que là où je suis d'accord avec M. Dantec, c'est qu'en partie, cette stratégie est une stratégie d'exploration, parce que des technologies sont, pour certains cas, très éprouvées, et on va voir où ça va aller. On sait où on va. Dans d'autres, on ne sait pas. Mais rien qu'explorer est sûrement déjà une première barrière. Et on va suivre tout ça de très près. Il ne s'agit pas juste d'avoir une stratégie et puis de la mettre au placard pendant 5 ans et de la ressortir. Les appels à projets lancés, les discussions avec les pays européens sur l'IPCEI, le suivi avec France Hydrogène, avec le Conseil national de l'hydrogène, des initiatives industrielles vont nous révéler ce qui avance bien, et où là, tant mieux, et ce qui avance moins bien, les besoins d'études, les besoins de R&D, et ça confortera et où réorientera les intuitions et les orientations d'aujourd'hui sur hydrogène industriel, mobilité lourde. Sur mobilité lourde, effectivement, on l'a bien déjà dit, on n'a pas encore forcément toute l'offre. Donc la question, c'est comment on aide ce développement de l'offre, mais qu'elle trouve son marché. L'aspect territorial, je l'avais un peu évoqué. Aujourd'hui, là aussi, on le fait en marchant par nos relations tant nationales qu'entre les préfets, DREAL et DR ADEME, avec en particulier les conseils régionaux ou les collectivités qui montent des projets. Et je pense que les appels à projets écosystèmes territoriaux vont être l'occasion justement là de monter des partenariats. On a déjà essayé de structurer ça en 2018 avec le premier plan hydrogène. On avait demandé à l'ADEME de désigner un référent régional hydrogène dans chaque région pour être justement au contact des acteurs. Et on l'a pérennisé avec le lancement des appels à projets. Ça devra sûrement amener que, effectivement, de même qu'on va affiner la stratégie nationale et qu'on fixera dans d'autres objectifs et plus détaillés dans les futures lois et programmes PPE et SNBC, probablement effectivement que les prochaines générations de SRADET, qui sont plus ou moins détaillés d'ores et déjà aujourd'hui et peuvent comporter déjà des éléments sur l'hydrogène, en comporteront plus. Mais en rappelant, finalement, c'est intéressant, c'est un document, le SRADET même dépasse énergie et climat, mais qui est systémique. C'est pas intéressant d'avoir une stratégie régionale de l'hydrogène isolée de la vision de la stratégie et du SRADET. Le PCAET, lui, peut en comporter. Ça dépend évidemment un peu les PCAET couvrent maintenant toutes les intercommunalités, peuvent avoir à la fois des enjeux et des stratégies très différentes. Je rappellerai d'ailleurs qu'on va essayer aussi de mieux articuler, tout en respectant les autonomies de gestion, de décision des différents niveaux,
ces éléments, puisque par exemple la loi énergie-climat nous demande justement, dans son article 68, qui était sur une base d'un amendement parlementaire, de faire une analyse de la contribution des SRADET et PCAET à l'atteinte des objectifs et des propositions pour renforcer la cohérence des outils. Donc il y a des sujets à l'étude là-dessus, et peut-être d'ailleurs des propositions seront faites dans le projet de loi climat et résilience en cours de préparation. Donc c'est vraiment quelque chose qui va, comme sur les autres domaines, se co-construire. Sur les maillages de stations d'avitaillement, en particulier pour les poids lourds, et puis on va, ça va quelque part émerger à partir de ces projets. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi de voir si à un endroit on ne peut pas avoir un peu de stockage, et si à un endroit on fait un train hydrogène qui a du stockage, est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre une station d'avitaillement pour poids lourds, ou aussi les projets portuaires qui pourraient avoir à la fois à terme pour les navires, on a peu parlé des navires, mais c'est possible des navires hydrogène, et pour tous les véhicules transportant des marchandises qui sont sur les ports. Donc, ça va progressivement se construire, en se rappelant d'ailleurs que nous avons une obligation européenne et qu'on exécute adossé à la PPE, c'est d'avoir un plan national qui s'appelle le CANCA, ça veut dire Cadre d'action national pour les carburants alternatifs, où on doit fixer et suivre tout ce qui est les infrastructures de recharge, enfin globalement, pour tous les carburants alternatifs. La question était posée sur l'importance du nucléaire pour la production d'hydrogène. Plusieurs éléments. Bon, c'est que sur le court moyen terme, nous avons identifié, et la France a défendu cette position, que globalement l'électricité décarbonée du réseau peut être un moyen important de soutenir la production d'hydrogène par électrolyse. Et à ce moment-là, le nucléaire joue un rôle, évidemment, puisqu'il représente 70% de la production. À plus long terme, on est sur les questions du mix électrique post-2035, où on a des besoins d'électricité à prendre en compte, y compris pour alimenter l'hydrogène. Et comme je l'ai dit, stabilité jusqu'à 2035 dans nos calculs, et ensuite sûrement une augmentation par la décarbonation, l'électrification de certains usages. Et quel est le mix de production, de transport, de flexibilité et de stockage que l'on met derrière, et où il devra y avoir un renouvellement, par on ne sait quoi, il y a plusieurs hypothèses, par un renouvellement par des moyens de production décarbonés d'une partie du parc nucléaire va devoir s'enclencher par des ENR et du nucléaire, ou seulement des ENR, il y a plusieurs options. Vous le savez très bien, elles seront tranchées à l'horizon de 2022, de 2023. Les éléments de coûts globaux et aussi pour l'hydrogène seront à prendre en compte, en ayant en tête que globalement, ça devient assez intéressant, sur la compétitivité économique, quand on est à de l'électricité autour de 40-45 € du mégawattheure. J'ai cité les chiffres tout à l'heure de production de CO2, et ça revient relativement intéressant, mais c'est encore plus cher que l'hydrogène fossiles. Donc ça, ce sont des prix de l'électricité qu'on peut atteindre avec le nucléaire existant, et aujourd'hui avec des nouvelles technologies style éolien flottant qui produit beaucoup, ou on peut aller plus bas sur des grands parcs solaires, mais là où il y a de l'espace, et comme on l'a dit, Espagne, Portugal, peut-être chez nous ça descendra moins bas, et il y a par contre l'inconvénient, le prix de l'électron est beaucoup moins cher. Quand vous êtes à 15-20 € du mégawattheure dans certains pays, et c'est vrai sur le solaire, l'euro, le mégawattheure est moins cher. Si c'est pour se climatiser l'été, c'est très bien. Par contre, l'électrolyseur produit moins longtemps. Donc, il va falloir qu'on injecte dans ces visions du mix électrique les besoins globaux, dont ceux de l'hydrogène, et les capacités à répondre, sachant que ces prix-là, ils sont atteignables par du nucléaire existant et certaines sources d'ENR, pas par d'autres sources d'ENR, et pas forcément non plus par le nouveau nucléaire, qui est structurellement plus cher que 40 € du mégawattheure à ce jour, même si on a du mal à prévoir les prix. Donc tout ça, c'est une équation qui n'est pas que l'hydrogène, c'est évidemment l'hydrogène dans ce mix électrique qu'on doit construire. Les derniers points, il avait été posé la question, quel est l'enjeu principal, économique, environnemental, souverainisme? Moi, je dirais, là où je suis,
pour moi, c'est le CO2, c'est environnemental, mais on l'a bien vu dans la stratégie, on l'a bâti sur les trois, parce qu'il y a un moment, on a à la fois une obligation de faire ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre au meilleur rapport coût-bénéfice, mais aussi une opportunité économique de monter des filières en France, à en avoir les retombées. Ça ne veut pas dire n'acheter que français, etc. C'est aussi transformer des technologies, se les approprier, faire des projets communs. Enfin, le monde économique et technique, ce n'est pas l'autarcie, c'est plus complexe que ça. Mais, et c'est aussi un moyen, évidemment, si ces technologies se développent, qu'un ensemble de filières reste pertinente sur les marchés européens et mondiaux et qu'on ait aussi de facto ainsi une souveraineté. La dernière question de M. Mandelli était sur le, si j'ai bien noté, sur le rétrofit des véhicules existants. Ben, c'est quelque chose qui suscite de plus en plus d'intérêt. Vous avez cité cette entreprise vendéenne avec qui le ministère travaille et qui a créé une association pour le rétrofit du véhicule électrique. Comme vous l'avez dit, nous avons maintenant un cadre qui facilite ceci au niveau des homologations et maintenant des aides qui ont été créées. Ça ne fera pas tout, de même que l'hydrogène ne fera pas tout, mais je pense que c'est des sujets qui peuvent se regarder. D'abord, ça a un intérêt, je pense, à ça popularise, c'est un signal. Mais il peut y avoir aussi des intérêts. Enfin, sans trahir de secret, j'ai rencontré récemment des organismes de recherche qui travaillent sur l'idée, et avec des acteurs, sur le rétrofit des camions, mais non pas en remplaçant le moteur par une pile à combustible, mais en injectant de l'hydrogène dedans. Donc il y a diverses pistes là-dessus, sur les rétrofits. Je pense que pour finir, le rétrofit, il marchera bien s'il est vraiment assez industrialisable et pas trop cher, au-delà de quelques niches. Évidemment, c'est jamais quand même très simple. Ça peut être assez cher, le rétrofit, si on le fait à l'unité. Donc ça pourra marcher s'il y a des technologies qui émergent et qui industrialisent aussi un peu. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais ajouter. Merci. Bien, merci. Merci pour avoir bien voulu répondre aux nombreuses questions de mes collègues. Vous avez pu le constater à travers la richesse des échanges, tout l'intérêt que portent les sénateurs au développement des énergies renouvelables et au développement de l'hydrogène. Et de la déclinaison concrète sur nos territoires. Alors c'est vrai que c'est une question qui est revenue souvent, mais vous n'en serez pas étonnés, et vous conviendrez que pour nous, représentants des territoires, c'est important qu'il y ait une vraie déclinaison sur nos territoires. Et merci des apports que vous avez pu, à travers vos témoignages, à travers vos réponses, nous fournir. Merci, et on n'hésitera pas à faire appel si effectivement nous avons besoin. Merci à vous.